Nous sommes ici pour la table ronde de l'e-commerce m'a sauvé. Donc du coup, sont présents avec moi Bertrand Cognam, c'est bien ça, et Mélanie Chauvin. Donc je vais déjà laisser les intervenants se présenter. Bonjour à tous, donc Bertrand Cognam, je suis gérant de 3 sociétés qui font toutes les 3 le même métier, c'est-à-dire on est imprimeur numérique grand format. Et à partir de là, on fabrique toutes sortes de supports de communication, aussi bien panneaux, enseignes, marquage véhicule, marquage vitre, enfin tout ce qu'on peut imaginer, affiches, kakémono, événementiel, voilà. La base du métier, c'est imprimeur numérique grand format. Et donc sur les 3 entités, nous avions jusqu'au 17 mars, date du confinement, une clientèle principalement d'aéronautique. Et bien évidemment, dès le 17 mars, la clientèle aéronautique s'est arrêtée du jour au lendemain. Et donc on s'est retrouvé face à un problème important, puisque notre dépendance était à peu près de l'ordre de 30%. 30% de notre chiffre d'affaires, c'est le secteur aéronautique. Donc du jour au lendemain, on a perdu 30% de notre chiffre d'affaires. Voilà pour l'introduction, et voilà ce qui a causé notre précipitation à nous plonger plus rapidement que prévu dans le e-commerce. Voilà, bonjour, Mélanie Chauvin. Donc, je suis co-gérante d'une épicerie vrac zéro déchet à Toulouse, rue de la Concorde. Épicerie qui a ouvert le 20 mars, donc 4 jours après le confinement. Voilà. Contexte qui nous a amené à aller vers le e-commerce pendant la date du confinement. Voilà. Alors ce qui est intéressant avec Mélanie et Bertrand, c'est qu'ils ont une démarche vis-à-vis de l'e-commerce très très différente. Donc en fait, Mélanie, c'est quelque chose entre guillemets subi. C'était pas un choix de sa part d'aller sur le e-commerce, mais elle va nous expliquer pourquoi elle a quand même dû y aller. Et Bertrand, lui, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'effectivement la crise a précipité les choses, mais il était déjà dans une démarche pour lancer de l'e-commerce. Donc il va vous expliquer aussi pourquoi. Je vous propose de commencer déjà avec le témoignage de Mélanie. Donc en fait, la démarche de Mélanie, c'était qu'en fait, donc son CA n'avait même pas démarré là, parce que voilà. Mais des boutiques, par exemple de centre-ville, peuvent être amenées à faire cette même démarche. Par exemple, on sait qu'avec les gilets jaunes, il y a eu beaucoup le centre-ville a été déserté. Donc parfois, des commerçants peuvent être amenés à se dire, ah ben moi en boutique, il y a moins de trafic. Est-ce que je vais pas essayer d'avoir une autre source de trafic via l'e-commerce? Donc je laisse Mélanie raconter son expérience. Alors, vous expliquer dans quel état d'esprit nous étions quelques jours avant le début du confinement, qu'on sentait arriver à grands pas. Donc avec mon associé, la grosse question, c'était, alors qu'on avait fini les travaux dans le local, qu'on avait toute notre marchandise dans la réserve, ça a été, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on n'ouvre pas? Si on ouvre, dans quelles conditions? Avec quelles précautions? Comment nous faire prendre le moins de risques possible, et malgré tout faire naître notre entreprise parce qu'il le fallait, sachant qu'on avait commencé à payer le loyer de notre local, voilà, qu'on avait toute la marchandise dans la réserve, donc il fallait qu'on trouve une solution. Quelques jours après, beaucoup d'hésitations sur on a trop peur pour nous et pour nos familles, on ne va pas ouvrir, on s'est finalement lancé. L'idée alors était de plutôt partir sur un drive plutôt que de faire rentrer les clients dans la boutique. Ça semblait être le plus simple, le plus protecteur pour nous, pour les clients. Et après, le drive, ça a été comment on l'organise, comment on fait pour rendre lisibles nos produits, comment attirer les clients, comment faire en sorte que les personnes qui passent devant la boutique aient envie de nous passer commande. Donc on a commencé à bricoler, c'est-à-dire qu'on a fait la liste de nos produits sur un fichier qu'on a collé sur la vitrine de notre boutique. Donc là, de cette façon-là, on ne touchait malheureusement que les gens qui passaient devant notre boutique. Ce qui n'était pas le cas, c'est une rue qui est passante, mais pas tant que ça non plus, surtout en période de confinement. C'était très laborieux parce que dès qu'il y avait un nouveau produit qui rentrait, il fallait rayer la liste. Enfin voilà, ça devenait très rapidement très brouillon.
Malgré tout, on a réussi quand même à capter d'autres clients grâce aux réseaux sociaux, puisque cette même liste qu'on essayait de mettre à jour, on la mettait sur les réseaux sociaux. Mais ça restait quand même... voilà, c'était pas une grande lancée d'entreprise. Et puis, une dizaine de jours après l'ouverture officielle de notre entreprise, une connaissance d'une connaissance, donc Jean-François Viguier, qui travaille pour Créabilis, nous a contactés. Donc au début, j'ai cru que c'était un peu une blague, puisque quelqu'un se proposait de nous créer un site de e-commerce en 24 heures gratuitement. Je me suis dit, tiens, ça sent l'arnaque, qu'est-ce qui se passe? Donc je n'ai pas répondu tout de suite à son message. Et puis, l'ami de cette personne m'a envoyé un message en me disant, est-ce que tu as eu le contact le message de Jean-François? Donc, je me suis dit, bon, a priori, ce n'est pas une blague. Donc, du coup, on a rapidement échangé avec Jean-François. Et donc, juste pour vous contextualiser, donc Jean-François crée des sites de e-commerce. Et là, pendant le confinement, avait décidé avec d'autres... alors, je ne sais pas si c'est des webmasters, c'est les personnes qui créent des sites de e-commerce, oui. Bon. Donc, avec d'autres webmasters, de créer gratuitement et très rapidement des sites internet pour des commerçants qui, comme nous, étaient en difficulté. A priori, ça a pris une tournure nationale, donc c'était vraiment très chouette. Donc voilà, il a fallu lui envoyer des fichiers, lui donner toutes les données dont il avait besoin pour créer ce site. Et donc le site a en effet été créé en 24 heures, un site très pratique. On était assez épatés de ce qu'il avait pu faire en très peu de temps. Et ce site nous a permis en très peu de temps de nous faire connaître, de rendre la démarche d'achat vers notre épicerie beaucoup plus pratique. Après, on a découvert rapidement que le site, il fallait le mettre à jour très souvent. Donc là, ça a été un peu compliqué pour nous dans les premiers temps. Mais c'est sûr qu'on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui si ce site n'avait pas été créé. Parce que ça nous a clairement aidé à passer ce cap des 2 mois du confinement. Et voilà, ça nous a permis d'ouvrir sereinement nos portes le 20 mai. En étant déjà connus, en ayant déjà une visibilité auprès des clients. Après se pose aujourd'hui la question du bien fondé de ce site, sachant que ce n'était pas du tout dans notre projet que d'avoir ce site de e-commerce. On est quand même une petite boutique avec vraiment le souhait d'être au plus proche de nos clients, de pouvoir expliquer au mieux aux clients ce pourquoi on a décidé de mettre en vente ce produit, ce pourquoi on a décidé de travailler avec ce producteur-là. Et c'est vrai que pour nous, le site internet est un peu aux antipodes de cette démarche-là. On a quand même souhaité le garder et renouveler notre abonnement pour notre hébergement pour une année. Parce que malgré tout, même si en effet les commandes sont vraiment très ponctuelles, c'est de l'ordre de aujourd'hui une commande par semaine sur le site de e-commerce, ça reste pour nous un site vitrine sur lequel vont au moins regarder certains clients pour savoir avant de venir à la boutique ce qu'on propose. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à la boutique en nous disant j'ai vu sur votre site que vous avez telle et telle chose, je n'ai pas souhaité commander parce que je savais que j'allais venir. Donc voilà, ça reste, c'est pas l'équilibre entre le coût que ça occasionne et l'intérêt qu'on y est. Donc pour l'instant, on le garde et puis on le tient aussi. On y tient aussi parce qu'on a des bons souvenirs avec lui. Donc voilà, c'était important, de le conserver encore pour quelques mois. Voilà. Merci. Donc effectivement, des commerçants comme ça qui se lancent dans l'e-commerce, il y en a de plus en plus. Ça vient en complément aussi de l'activité. Donc maintenant, on va passer au témoignage de Bertrand, qui lui était plutôt dans une démarche volontaire, c'est-à-dire que l'activité, jusque-là, marchait très bien. Et en fait, l'e-commerce est vraiment un complément en plus de son activité traditionnelle. Donc c'est un levier de croissance, parce que parfois on plafonne aussi dans son métier traditionnel. Donc là, Bertrand, lui, c'est dans le cadre du Covid qu'il a lancé ça, mais je vous parlerai tout à l'heure d'autres exemples qui
qui était hors cas Covid. Donc, allez-y. Oui, donc j'ai trois sociétés qui font le même métier, mais 3 marques commerciales. Chacune avait déjà un site vitrine en réalité, et avait déjà sa propre clientèle. On n'avait que des sites vitrines, pas du tout de vente en ligne. Et l'idée qu'on avait depuis un certain temps, mais qu'on ne prenait pas le temps de déployer par manque de temps, puisqu'on avait déjà notre petite croissance. Les sociétés se portaient bien et ça fonctionnait bien ainsi, donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre un petit peu de côté ce qui n'est pas prioritaire et urgent. Ça nous semblait malheureusement pas prioritaire avant le 17 mars. Donc on avait en tête de faire une gamme spéciale e-commerce. Mais dans notre domaine, le e-commerce, c'est souvent synonyme de vente à prix très bas. Et c'est ce qu'on ne voulait surtout pas parce qu'on on a un bon parc machine, mais par rapport à des très grands du secteur de l'impression numérique, en termes de prix, sur Internet, on trouve des prix extrêmement bas qu'on ne peut pas nous pratiquer. Donc on ne voulait pas aller dans cette logique de guerre des prix avec un site e-commerce qui vend des kakémonos ou des posters à 3 francs 6 sous. Ce n'était pas notre positionnement, ça n'aurait pas été rentable pour nous. Donc c'est pour ça que depuis quelque temps on y réfléchissait, mais sans vraiment franchir le pas de se construire notre gamme. Et puis bien évidemment le 17 mars est arrivé, et là on a tout de suite vu que Airbus et différents sous-traitants ont complètement arrêté les commandes, et que du jour au lendemain on se retrouvait donc avec un gros trou dans la raquette en termes de chiffre d'affaires. Et du temps, puisqu'on n'avait plus de quoi. J'avais mes employés n'avaient plus de quoi travailler au quotidien. Donc assez rapidement, j'avais une connaissance qui est webmaster, qui lui aussi s'est inscrit dans le collectif dont Virginie a parlé. Donc assez rapidement, le webmaster m'a dit mais si tu veux, vas-y, moi en 2-3 jours, je peux te faire le site internet e-commerce, mais par contre, il faut que tu me donnes tes produits. Et donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que nous aussi, tant pis, pour faire tourner les machines, on va faire du prix cassé sur des choses, entre guillemets, standards ? Donc on s'est posé cette question rapidement, et en fait, dès la fin mars, on a vu que dans notre secteur, ce qui allait être porteur, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce qui allait être porteur, c'est qu'on allait avoir besoin, beaucoup de commerçants allaient avoir besoin de protection Covid, de cloisons en plexi, de marquage au sol pour les distances de sécurité, etc. Et ça, nous, on sait faire. On sait très bien traiter tout ce qui est plexi, et imprimer, c'est notre métier. Donc, on s'est dit, voilà, on a notre site qui va nous faire rebondir, ou qui va, en tout cas, nous permettre de participer au rebondissement. Et donc, en quelques jours, on a bâti une offre de marquage au sol, de cloisons Covid, de kakémono, de kakémono pour dire aux clients barrières de sécurité, etc. Et on a mis tout ça en ligne, là, grâce à mon ami qui a fait ça très bien. Et ça a démarré comme ça. Et c'est vrai que très très rapidement, dès le début du mois d'avril, puisque le secteur n'avait pas vu venir ce besoin, tous les commerçants de France, et c'était pareil dans tous les pays européens, ont demandé des cloisons Covid et des marquages de sol. Et très rapidement, il y a eu une pénurie, mais à l'échelle mondiale, de plexi. Donc, nous, on avait fait un petit stock. Enfin, certaines entreprises avaient réussi à faire un petit stock. Et le stock n'a finalement pas été assez important. On aurait pu vendre encore plus. Mais voilà, grâce à ce stock, on a réussi, avec notre site, à faire venir des gens qui ne trouvaient pas près de chez eux, ou qui ont trouvé notre site par hasard, parce qu'on avait tellement peu de jours d'ancienneté. Le référencement Google, il ne s'est pas fait comme ça non plus du jour au lendemain, hein. On n'était pas en première page dès le départ, mais voilà, petit à petit, on a vendu des lots d'autocollants, des cloisons plexi à des pharmacies, à des écoles, à des lycées, beaucoup à des collectivités locales, qui finalement avaient des fois des prestataires, mais qui n'avaient pas assez de plexi. Donc on s'est retrouvé à vendre à des clients à Paris, à vendre à des clients en Bretagne. Et tout ça, ça n'a été que grâce au e-commerce, parce que nous, depuis Toulouse, notre clientèle, elle est locale, et on n'aurait pas touché ces gens-là. Donc le e-commerce nous a permis sur avril et sur mai
de rebondir en partie, pas complètement d'effacer notre manque à gagner sur l'aéronautique, mais en tout cas nous a permis de vendre et aussi en interne de donner un petit peu une dynamique, parce que c'est vrai que quand on perd 25 ou 30% de son chiffre d'affaires, il y a 20 salariés derrière qui sont là en train de se demander waouh, j'avais du travail jusqu'à présent, maintenant je me tourne les pouces, c'est super inquiétant, ça fait peur. Donc ça fait peur au patron, mais ça fait peur aussi aux salariés. Et le fait d'avoir cette dynamique-là, voilà, les gens étaient contents de voir qu'on arrivait à très court terme comme ça à rebondir. Cela étant, le Covid, même si malheureusement c'est pas fini, mais les cloisons plexi et les marquages au sol, au bout d'un moment, ça aussi, ça s'est épuisé, parce qu'une fois que les gens sont équipés, ils sont équipés. Alors il y a toujours un petit peu de nouvelles personnes qui demandent des équipements encore aujourd'hui, mais le marché du plexi étant revenu à peu près à la normale, les gens trouvent à nouveau en local, et donc on est plus sur une clientèle traditionnelle. Donc aujourd'hui, notre site spécial Covid est un peu au point mort. Par contre, on a décidé, j'ai décidé, mais les salariés sont avec, cette fois de ne plus s'endormir sur nos lauriers, et donc de bâtir vraiment cette offre alternative e-commerce. Et on pense avoir trouvé notre créneau, qui est de faire de l'impression et du développement durable le fil conducteur de notre site. Autrement dit, on ne va pas se battre sur le prix, mais on va se battre sur la qualité de ce qu'on vend, en vendant sur des supports plus écologiques, en vendant, parce qu'on a une machine qui a la chance d'être la machine la plus verte de l'impression numérique grand format, donc en nous basant là-dessus. On va maintenant imprimer sur des supports carton recyclé, on va maintenant imprimer sur du bois, on va maintenant imprimer sur du papier recyclé, ce qu'on ne faisait pas avant. Et puis, à partir du moment où on commence à creuser dans ce domaine, on s'aperçoit que le secteur de la fabrication de produits événementiels, il y a de plus en plus de supports qui existent dans ce domaine. Et donc, nous sommes là en ce moment en train de bâtir cette offre, sauf que là, c'est du concret, on l'a bâti vraiment, avec des grilles de prix derrière, etc. Et on a modifié notre site internet, et maintenant il s'appelle l'impressionverte.fr, justement pour vraiment axer sur notre produit, sur notre volonté de faire du français, du durable, du vert. Voilà. Merci Bertrand. Alors en tout cas, il faut quand même noter la remarquable agilité de Bertrand et de ses équipes, parce que c'était votre savoir-faire effectivement, mais avoir la capacité à vous réinventer dans des nouveaux produits en aussi peu de temps, ça force l'admiration. Moi, je sais pas, je crois que quand on n'a pas le choix, de toute façon, c'est soit on baisse les bras, mais on peut pas, surtout quand il y a 20 personnes derrière, de toute façon, soit on réfléchit très vite pour essayer de trouver des alternatives. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Ouais, c'est un bel enseignement. Alors du coup, oui. Ah oui, allez-y. Non, en fait, quand vous avez démarré votre site spécial Covid, donc du coup vous avez capté une clientèle pour des produits spécifiques, mais ces gens-là qui ne vous connaissaient pas, maintenant ils vous connaissent. Donc est-ce qu'ils vous considèrent comme un potentiel fournisseur nouveau Alors, je pense que la pharmacie de Saint-Lys, par exemple, qui ne nous connaissait pas et qui maintenant, à qui on a fait les cloisons Covid sur mesure, etc., oui, probablement, maintenant, quand il aura un besoin, il va nous appeler. Par contre, c'est vrai que le lycée de Bretagne ou l'école de Paris ou un réseau de magasins en Ille-et-Vilaine, je ne suis pas sûr qu'ils refassent appel à nous. Peut-être, c'est peut-être aussi à nous d'aller de l'avant auprès d'eux, bien sûr, de les garder dans notre panier de clients et de ne pas oublier de les relancer. Mais c'est vrai que souvent, ils nous appelaient, parce que bien que ce soit un site e-commerce où la carte bleue passait, souvent les gens appelaient quand même. Signe que c'est de la période faisait ça aussi, je pense, certaines craintes, mais les gens appelaient d'abord pour être sûrs, vous indiquez que vos produits vous pouvez les expédier en 48 heures, mais c'est vrai, vous avez la matière, donc on sentait que les gens, notamment sur les cloisons plexi, avant d'arriver chez nous, ils avaient quand même déjà tapé dans plusieurs portes avant de trouver quelqu'un qui vraiment avait de la matière pour leur faire leur cloison Covid. Donc
il est possible que sur tous les clients qu'on a gagnés, certains reviendront vers nous. Mais là, vraiment, le but maintenant, c'est d'aller vraiment sur une clientèle à l'échelle nationale, puisqu'avec le site L'Impression Verte, il n'est pas fait mention de Toulouse, ni de région locale, ni quoi que ce soit. Et pour du développement durable, quoi. Pourquoi vous créez cette différence géographique? Je ne comprends pas entre les Bretons et celui de Sarlis. Alors, non, c'est pas ça. excusez-moi, C'est pas. Pour que les gens en ligne puissent Ouais. entendre, il faut que je répète la question de monsieur dans le micro. Ok. Donc, en fait, je vous la repose. Pourquoi faites-vous une distinction géographique entre Toulouse et la Bretagne? Je pense que ça vient du fait qu'on est habitué à avoir un contact direct jusqu'à présent avec nos clients. La pharmacie de Saint-Lys, ok, on a eu l'accroche sur Internet, mais on est quand même allé mesurer dans sa pharmacie son mobilier pour lui faire son mobilier sur mesure. Ensuite, elle est quand même venue récupérer la marchandise chez nous dans notre atelier. L'acte de vente par rapport à une école à Paris ou en Ille-et-Vilaine, il n'a pas été du tout le même. C'est-à-dire que les gens, on leur a fait un produit standardisé. Ils voulaient quelque chose de très rapide, ils voulaient quelque chose d'efficace. Et ça s'est arrêté là, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'on est une activité où quand même il y a une notion de se déplacer pour aller poser des choses. Les marquages de sol, souvent on les pose. Donc voilà, ce qui explique pourquoi je parle plus local ou national. C'est les clients que là, vous mentionnez que vous avez potentiellement perdu. Est-ce que vous auriez aimé avoir une solution sur votre site ou sur votre façon de communiquer pour les conserver? Désolé. Est-ce que vous auriez voulu fidéliser ces clients éphémères, entre guillemets? On veut toujours fidéliser les clients parce que c'est finalement un client fidèle, c'est le client le plus facile pour lui revendre quelque chose. Hein. Une fois qu'on a un client, c'est plus facile que si c'est un prospect qu'il faut aller chercher. Donc oui, mais j'avoue qu'on a été tellement pris dans la spirale Covid parce que vraiment, pour le coup, on tournait à 100%. Donc on n'a pas eu le temps à nouveau de faire une démarche construite vis-à-vis de ces nouveaux clients. Donc on les a dans notre système d'information maintenant, et on les a au même titre que les autres clients. On a leurs coordonnées, leur mail, leur adresse, leur téléphone. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de nouvelles démarches proactives auprès d'eux depuis. Puis après, c'est un peu atypique quand même parce que tous les clients que vous aviez acquis pour des produits Covid, maintenant votre gamme, elle est plus développement durable. C'est quand même pas la même activité. Non. Donc on peut raisonnablement pas penser que les clients qui venaient spécialement pour des Plex, ça peut arriver, mais c'est pas la majorité, quoi. Par contre, avec ce nouveau site, l'Impression Verte, là, vous allez vraiment avoir des clients sur la durée. C'est l'objectif. Bah oui. Ouais. D'autres questions? Désolée, je dois la repasser. En termes de particulier, c'est une chose, mais en termes d'entreprise, est-ce qu'ils sont prêts à faire le pas de choisir la qualité et l'environnement? Désolée, je vais la raccourcir un tout petit peu la question pour ceux qui sont en ligne. Bon, en gros, vous vous lancez sur une gamme RSE. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche que les entreprises ont bien dans leur ligne de conduite? Je pense qu'on ne peut pas répondre par une généralité. Au même titre qu'il y a des particuliers qui sont plus sensibles que d'autres à l'environnement, il y a des entreprises qui sont plus sensibles que d'autres à ce thème. On est dans un secteur, l'impression numérique, qui est quand même globalement en retard par rapport à d'autres secteurs, parce que le fait d'imprimer, c'est quand même un petit peu chimique à la base. Hein, donc on n'est pas le secteur le plus vert qui existe. Donc on part quand même d'un petit peu loin. Donc après, dans ce secteur-là, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui se sont réveillés bien avant moi. Hein. Je ne dis pas qu'on est les premiers. Par contre, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas enclenché ce pas. Donc nous, on l'enclenche là maintenant. Finalement, au départ, un petit peu, j'allais dire contraint et forcé. Moi, à titre personnel, ça me touche.
Mais c'est vrai que l'entreprise, je l'embarque dans cette nouvelle aventure, aussi parce qu'on sent bien que là, depuis ce Covid, c'est quelque chose qui frémit là, dans la population, à l'échelle française ou européenne. Alors ça frémit plus ou moins selon les catégories socio-professionnelles, mais on sent bien qu'il y a quand même une prise de conscience et qu'il y a un début de volonté d'aller par là. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, la RSE... ça me paraît être des bonnes valeurs, également pour faire partager ça à des salariés, pour faire un projet auquel les salariés trouvent un sens. Mais bon, voilà, c'est pas inintéressé non plus, c'est aussi dans le but, comme vous l'avez dit, de trouver une niche, d'essayer de la jouer peut-être un petit peu plus fine que d'aller sur la guerre des prix à proposer le même produit que tout le monde. Dans ce secteur de l'impression verte, on n'est pas les seuls non plus. Hein. On va se heurter à d'autres et c'est normal. Mais je pense qu'on a un coup à jouer économiquement et écologiquement, ça ne peut être que bon. Vous avez dit que tous les deux, vous étiez en mesure de développer un site en 1 ou 2 jours. C'est un fait, mais aussi tout l'aspect après logistique, flux financier, etc. Est-ce que vous avez eu la même réactivité, la même facilité à mettre en place tout ça? Alors, désolé, je repose la question. Pas sûr d'avoir compris la question. Donc, C'est pas nous qui l'avons créé, le site. non, oui. En fait, le site a été créé en 1 ou 2 jours, mais du coup, la mise en place logistique derrière, la création des catalogues, la logistique tout court. Tout a été fait. Enfin, nous, on n'a rien géré par rapport à ça. Nous, les seules choses qu'on ait gérées, c'est la mise à jour des stocks, l'éventuel changement de prix. Pardon. La mise à jour des stocks ou un changement de prix, un retrait d'un produit. Mais après, on n'a absolument rien géré. C'est-à-dire que donc Jean-François ne s'est pas arrêté à nous créer le site de e-commerce en 24 heures. Et puis après, il nous a dit « Ciao les filles, débrouillez-vous ». Il était là pour la maintenance. On le contactait dès qu'il y avait le moindre sourcil sur le site. Donc non, c'est pas du tout notre métier. On n'aurait rien pu faire s'il n'avait pas été là. Nous, pour notre part, c'était nous qui étions les plus lents, c'est-à-dire que le webmaster, lui, il attendait nos éléments, donc il attendait évidemment au départ notre logo, mais il attendait aussi la liste de nos produits, le descriptif des produits, les prix des produits, et puis une fois qu'on avait fait ça, il fallait aussi, comme vous dites, faire le branchement pour la carte bleue, pour que les gens puissent payer en carte bleue. C'était peut-être à tout ça que vous faisiez référence. Donc oui, donc c'est vrai que c'est ça finalement qui, pour notre part, a été le plus long. C'était pas le webmaster qu'on attendait, c'était lui qui attendait nos informations. Donc parce que le site, il a mis, lui, il a fait la base en 48 heures, et puis après nous, le temps qu'on alimente, ça a mis encore une semaine pour qu'il soit vraiment bien présentable, on va dire. Et encore la chance qu'on avait, c'est bon, dans notre métier on a des graphistes, donc les graphistes faisaient les produits, on les envoyait au webmaster, c'était assez fluide, mais c'est vrai qu'il y a des commerçants qui n'ont pas Je me souviens de quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps, c'est de prendre en photo tous nos produits. Bah ouais. En effet. Après, vous avez déjà un site web, pour ce qui est de vous, monsieur, vous avez déjà un site web avec toute l'agilité informatique qui était prête pour démarrer un site de e-commerce, pour rajouter une nouvelle activité sur un site web, c'est comme ça. Oui, alors c'est quand même 2 sites complètement différents, parce que là le e-commerce il est en PrestaShop, c'est un site très simple, alors que notre site vitrine qu'on est en train de refaire d'ailleurs par ailleurs, c'est pas du PrestaShop, donc c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Et d'ailleurs c'est pas le même webmaster, parce que là c'est vraiment une occasion avec cet organisme là de faire la chose très rapidement et gratuitement, qui plus est. Donc ça a vraiment été une opportunité. On n'a rien raccroché à nos sites vitrines, quoi. Mais pour Mélanie en particulier, je ne comprends pas. Vous avez fait le site, on l'a fait très vite, d'accord. Mais comment les consommateurs le trouvaient? Quel référencement? Sur les réseaux, pardon, les réseaux sociaux. Excusez-moi, je dois reposer la question. Désolée. Donc Mélanie, comment avez-vous fait pour que les clients sachent que votre site existe?
voilà, par les réseaux sociaux sur lesquels, en fait, ça faisait depuis 6 mois avant l'ouverture de notre épicerie qu'on communiquait très régulièrement sur l'avancée de notre projet sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, à partir du moment où le site a été terminé, on avait donc cette adresse qu'on a diffusée sur les réseaux sociaux. Elle était également sur la porte de notre boutique. Donc voilà, c'est de cette façon-là qu'on a réussi à approcher les clients. Oui, allez-y. Tous les deux, on va dire que vous avez réagi à la situation Covid pour compenser une perte de chiffre d'affaires immédiate. Ça, c'était compris. Par contre, là, vous êtes tous les deux engagés dans une démarche, une réflexion. Alors, vous sur une démarche de produit RSE, vous sur savoir qu'est-ce que vous allez faire sur ce site par rapport au positionnement. Est-ce que vous avez intégré dans votre stratégie le futur, le digital, comment digital, vous s'intégrer dans votre stratégie de développement durable ou la communication de proximité avec vos clients? Alors, je la fais courte. Donc vous avez tous deux mis un pied dans le e-commerce. Est-ce que vous envisagez, déjà de le continuer, on a compris que Bertrand, oui, Mélanie, non, plutôt au site vitrine. Et est-ce que vous avez prévu de la communication digitale c'est ça, en gros? Non, justement, utiliser le digital pour répondre à votre problématique spécifique, parce que vous pourrez le faire. Alors, je suis désolée, communication digitale, non. Ça ne me parle pas beaucoup. Ouais. En gros, ce que vous voulez savoir, c'est si Mélanie compte avoir une activité traditionnelle, de boutique traditionnelle, et c'est ce que je pense qu'elle désire. Hein. La communication sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est ça, de la communication digitale. Oui, d'accord. Mais ça, c'est juste ponctuel pour vos clients. Ça reste de la communication sur un événement, une rencontre avec un producteur, un nouveau produit qu'on vient d'introduire, mais c'est pas l'essentiel de notre communication. Et c'est vrai que le e-commerce, c'est vraiment, je répète, aux antipodes de notre projet. C'est pas du tout ça. Je suis désolée. Nous, on a vraiment à cœur d'échanger avec nos clients quand ils viennent à la boutique. D'ailleurs, on passe beaucoup de temps à ça. On a à cœur de présenter nos produits. Enfin, nous, un produit qui est présenté en photo sur un site, ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, c'est pas le sens qu'on veut y mettre. Le live shopping ou faire en magasin, faire une démonstration de magasin avec des clients in situ et à la fois le diffuser sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire ça. Oui. À la fois garder cette proximité avec les clients et avoir in situ, avoir une animation magasin, et en même temps garder ce contact à distance et continuer ce lien, c'est-à-dire que vous ne dénaturez pas, vous restez aligné avec vos valeurs, vous faites ce que vous aimez faire, c'est-à-dire avoir le contact client en magasin, mais vous continuez à garder le lien avec ces clients qui, parce qu'ils sont au travail, parce que c'est pas le moment, vous avez quand même ce lien. Oui. Peut-être. Pardon. Oui, désolée. Donc, le monsieur dans le public demande à Mélanie si elle a envisagé le live shopping, donc une diffusion en temps réel sur les réseaux, enfin sur Internet, en même temps que sa démo en magasin. Oui. On reste ouverte à plein de choses. On essaye de ne pas être buté sur nos idées, sur nos valeurs, et puis de voir en effet ce que ce site qu'on a décidé de garder encore pendant 1 an peut nous apporter. Alors en effet, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse sur une certaine complémentarité, sur ce que pourrait encore nous apporter ce site. Après, je redis, les personnes qui passent commande aujourd'hui, c'est une commande une fois par semaine, et c'est vraiment des personnes qui nous disent être très pressées, ne pas avoir le temps d'un quart d'heure dans la boutique. Donc nous, ça nous étonne beaucoup parce que on n'est pas de la grandeur de Auchan ni de Leclerc, donc les courses, elles se font quand même assez rapidement chez nous, à part si en effet on passe beaucoup de temps à échanger. Donc ça nous étonne toujours un peu. Après, on ne juge pas, c'est la manière de consommer de certaines personnes, mais ça reste vraiment très épisodique. Donc je ne sais pas, il faut encore qu'on y réfléchisse, il faut qu'on prenne de temps. On est une toute petite et jeune entreprise, on a très peu de recul. On a eu cette expérience de 2 mois. Là, on a une autre expérience sans ce site, en tout cas à côté de ce site depuis le mois de mai. On a besoin de prendre du recul pour savoir ce que ça peut encore nous apporter. Mais après, ce dont vous parlez, les termes, ça nous parle très très peu. On
on n'est pas de ce domaine-là à la base. On s'est un peu créé commerçante quand on a eu ce projet-là. Donc voilà, c'est tout plein de concepts qu'on va apprendre. Et puis après, c'est vrai que là, effectivement, aujourd'hui, c'est l'e-commerce m'a sauvé, mais pour des commerçants comme Mélanie, l'e-commerce, c'est pas le but ultime en fait. Mélanie, elle va pouvoir mettre en place plein de choses peut-être digitales comme ce que monsieur suggère, donc peut-être pas en passant direct sur le live shopping, mais avec l'utilisation d'une base CRM pour relancer ses clients fidèles. Enfin, voilà, il y a plein d'outils numériques. Et donc, du coup, c'est dommage. Aujourd'hui, il devait y avoir Alain, un monsieur qui gère le Tour de France de la transformation numérique des TPE et PME, qui vous aurait expliqué justement cette numérisation des entreprises, tous les beaux projets que les petites entreprises peuvent mener. Donc là, ce n'était pas totalement le but de cette réunion, donc on n'a pas trop parlé, on est plutôt focus sur l'e-commerce. Mais effectivement, il y a beaucoup de canaux à creuser sur le digital, même pour un retailer classique, ça c'est sûr. Une question en termes de ressources nécessaires pour développer, monsieur, votre site. Est-ce que soit en termes d'effectifs, soit même de compétences au sein de votre entreprise, vous avez senti que vous aviez, par exemple, j'imagine que vous avez déjà des assistants commerciales, est-ce qu'elles ont été capables peut-être de basculer sur l'e-commerce, ou est-ce que vous avez besoin de formation, des choses comme ça? Donc, un monsieur dans le public demande si en termes de ressources humaines, vous aviez déjà les compétences en interne adaptées à l'e-commerce ou si justement vous avez dû former vos employés. Alors, pour la fabrication du site, bien sûr, c'est le webmaster qui a fait toute la partie technique. Hein. On n'a pas de personne chez nous compétente dans le domaine. Par contre, il a eu la gentillesse de venir, de se déplacer, bien qu'il y ait eu le confinement, pour expliquer comment PrestaShop fonctionnait pour pouvoir changer les photos, changer les textes, enfin mettre à jour au quotidien, etc. Et donc, j'ai effectivement une assistante commerciale qui s'intéresse... qui s'est bien intégré dans le projet et qui y croit et qui a pris ça à bras le corps. Et donc cette personne-là, c'est elle qui maintenant effectivement fait vivre ce site, et c'est avec elle principalement qu'on bâtit la nouvelle offre Impression Verte. Donc cette personne-là, elle était assistante commerciale, elle avait un petit peu de temps puisque justement on avait 30% de chiffre d'affaires en moins, donc oui, le temps on l'avait, et le webmaster qui maintenant continue de nous accompagner à la fois pour le site L'Impression Verte, mais du coup pour la refonte totale de notre site vitrine, va aussi faire des choses qu'on ne faisait pas avant, comme faire vivre une page Facebook, faire vivre une page Instagram, faire vivre des choses comme ça. Et là, par contre, je sais que de nous-mêmes, on n'aurait pas assez le temps pour le faire vivre comme ça doit être. C'est quelque chose qui doit bouger tous les jours ou toutes les semaines. Il faut mettre des nouvelles photos, il faut mettre des nouveaux textes, il faut que le truc y vive, sinon ça sert à rien. Donc, si nous, on le faisait... on a déjà tenté par le passé Facebook ou Instagram, mais assez rapidement, c'était plus mis à jour régulièrement, et donc ça voulait plus rien dire, quoi. Donc là, voilà, on a pris l'option que ce soit ce webmaster qui va faire vivre pour notre compte nos pages. Et donc on fait un abonnement avec lui, et nous, on va se contenter de lui envoyer les photos, et il fera ce qu'il faut autour. Dans quel but, vous, les réseaux sociaux, vous voulez être présents ? Pour se faire connaître, ce qu'on fait sur l'Impression Verte, pour montrer nos valeurs, pour montrer ce en quoi on croit, parce que juste un site internet, je pense avoir compris, d'après ce que m'expliquait le webmaster, que c'était pas suffisant, qu'aujourd'hui il fallait être multi-canaux, et donc il faut qu'on soit branché avec Facebook, il faut qu'on soit branché avec Instagram, il faut qu'on soit branché avec LinkedIn, qui marche énormément pour les professionnels comme nous. Sauf que nous, je sais bien qu'on n'aura pas le temps de faire ça bien, donc on a convenu qu'on le faisait faire par un professionnel, c'est son métier, c'est son quotidien, donc il le fera pour nous.
C'est un point intéressant, ça, c'est qu'en fait, quand on se lance en e-commerce, on crée une boutique en ligne, mais en fait, c'est pas comme une boutique physique, c'est-à-dire qu'on passe pas le pas de la porte, enfin, on n'a pas un trafic généré par la rue automatiquement. Donc, si on n'investit pas en communication, donc bon, vous avez fait le choix des réseaux sociaux, mais si on n'investit pas en communication, personne va connaître notre site. Donc, il y a plein de leviers. Enfin, il y a des, d'ailleurs, Oui, là, on a eu la chance sur Covid voilà, quand les gens saisissaient cloison, plexi, Covid, voilà. Donc très vite, comme il y a eu énormément de recherches, très vite, bien que le site parte de zéro, le référencement, il a été assez efficace. Mais bon, ça c'était parce qu'il y a eu cette chose particulière. Mais là, sur l'impression verte, les gens n'ont pas l'idée au quotidien d'aller chercher. Donc le référencement, il va être forcément beaucoup plus lent. Il va falloir qu'on l'actionne plus. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est mots-clés, etc. Mais on a compris que ce ne serait pas suffisant. Donc vous deux, on vous a créé vos sites sur PrestaShop. Donc effectivement, c'est la plateforme la plus simple quand on veut créer un site e-commerce. Après, donc nos deux intervenants ont créé des sites vitrines, enfin des sites e-commerce. Mais être présent en e-commerce, c'est pas forcément via son propre site. Ça peut être aussi sur des marketplaces. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'intervenants qui puissent parler de ça, mais c'est quand même hyper important parce que les marketplaces, c'est quand même des bassins d'audience incroyables. Alors, c'est sûr que si ça va à l'inverse de nos valeurs, donc typiquement Mélanie n'aurait jamais pu se lancer sur Amazon parce que c'est à l'opposé de ses valeurs et puis des valeurs de la région. On a tous vu les campagnes d'affichage. Mais bon, du coup, en tout cas, les marketplaces, quand on a des produits qui peuvent se vendre facilement sans beaucoup d'explications, c'est quand même un bon levier. Donc, voilà, ça dépend des produits qu'on vend. Et après, petit focus sur la livraison. Donc, du coup, Mélanie, elle avait opté pour le drive et la livraison à vélo. Donc effectivement, quand on vise une clientèle sur sa zone de chalandise, le drive et la livraison, c'est top. Enfin, à vélo en tout cas. Après, oui. C'était fatigant. Ben oui. Parce que du coup, avec le site de e-commerce, on touchait des personnes partout sur Toulouse, y compris Rangueil, le Pont des Demoiselles. Donc on a fait beaucoup de vélo. On avait une grande forme pendant ces 2 mois-là. Mais en effet, oui, on n'avait pas pensé en optant pour la livraison en vélo que ça allait nous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Bon, voilà, mais c'était marrant. C'était marrant de se balader avec nos petites sacoches et nos petits sachets de vrac. Et disons que ces deux moyens de livraison permettent quand même de créer du lien avec le client, même s'ils ne font pas la démarche de venir en boutique. Parce que ce soit en drive, donc moi je travaille pour Leclerc Drive, donc c'est un domaine que je maîtrise pas mal. Mais en fait, du coup, c'est vrai qu'on peut créer quand même de la relation avec le client. Pareil, bon, là c'est vous qui livriez à vélo, donc pareil, vous pouviez quand même leur parler, etc. Après, quand on veut plutôt viser la France entière, donc vous Bertrand, qu'est-ce que vous utilisiez comme la livraison par transporteur traditionnel? Oui, nos produits sont des produits globalement légers et pas forcément très grands, parce que même des cloisons Covid, c'était à plat, donc c'est du TNT ou des choses comme ça, quoi. Hein. Donc voilà, c'est sûr que quand on commence à vouloir être en dehors de sa zone de chalandise, là effectivement il faut passer par des transporteurs et effectivement il peut y avoir une crainte quand on est commerçant plutôt local, de perdre cette relation de confiance et de proximité avec le client. Mais bon, après ça permet aussi d'acquérir des clients sur une zone beaucoup plus grande. Donc par exemple, je peux vous donner, je ne sais pas si vous connaissez une marque qui s'appelle 64. Donc c'est une marque de t-shirts, de prêt-à-porter lifestyle du Pays Basque. Et effectivement, eux, ils ont des boutiques que dans le Pays Basque, mais pour acquérir plus de clients, ils ont ouvert un e-commerce qui va dans toute la France, effectivement. Donc il y a plein de marques locales qui décident de faire justement une ouverture via l'e-commerce sur une zone nationale, quoi. Donc Mélanie n'est pas dans cette démarche pour l'instant. On n'ira pas en vélo jusqu'au Pays Basque. La prestation de livraison dans l'e-commerce, c'est vraiment la chose pour laquelle on ne pense pas forcément, mais c'est une source de coût très important.
et aussi une source de dissonance cognitive avec son positionnement durable. Donc entre le choix des modes de livraison, le type de livraison et le panier moyen, bon, en fait dans votre cas c'est Non. différent, ou dans votre cas c'est quel est le choix de produit que vous mettez. Si vous mettez quelqu'un qui va vous vendre des, bon c'est peut-être pas le cas, mais des bouteilles d'eau en verre bière, ça va vous prendre beaucoup plus d'espace et de poids dans votre livraison, et du coup ça va pas rendre la livraison très opérationnellement rentable. Il y a plein de critères à mettre. Oui, bah après, c'est en effet. Je sais pas si... Ah oui, pardon. Oui, alors du coup, la livraison est un vrai sujet. Et en fonction des commandes et du poids des commandes, vous n'allez pas les traiter de la même façon. Non, on a la chance, la chance, non, c'est pas vraiment une chance, mais en règle générale, le panier moyen de nos commandes sont quand même petites, c'est petit. Donc on n'a jamais eu le souci de se retrouver à devoir livrer 4 kilos de pâtes. Voilà, c'était toujours très raisonnable. Donc on avait prévu, on s'était acheté une petite charrette pour accrocher à nos vélos si jamais on avait eu besoin. Mais voilà, on avait les sacs à dos, on avait tout ce qu'il fallait. Donc non, ça n'a jamais posé souci, heureusement. J'ai une petite expérience dans le tourisme. Je ne sais pas si ça vient en complément. Là, il n'y a pas de livraison, donc c'est 2 gîtes dans l'Aveyron. On vend sur Internet, mais pas de façon autonome, je ne sais pas faire, je n'ai jamais su faire, face aux plateformes énormes. Simplement, ce que je peux dire, c'est que Covid a bouleversé l'ordre, l'efficacité des grandes plateformes. Et des structures petites, des PME, Amivac et Cybevasion, françaises, toutes les deux, pendant le Covid, je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune explication, ça pleuvait, les demandes, alors qu'inversement, les géants, finalement, fonctionnaient beaucoup moins bien. Je parle de Holidays, donc Expedia. Oui. Donc ça a bouleversé aussi les gens qui étaient déjà installés en tant qu'intermédiaires entre nous et le consommateur. Oui, tout à fait. Donc monsieur dans le public explique qu'il est dans l'univers du tourisme et qu'il a 2 gîtes. Et en fait, il a remarqué pendant le confinement que les plateformes bien connues, donc Booking, Expedia, etc., ont perdu en vitesse au profit de plateformes plus à échelle humaine, si on peut dire. Ouais, exactement. C'est vrai que là, pendant... on avait tous dit qu'il y avait un monde d'avant et qu'il y aurait un monde d'après. Moi, je trouve quand même que le monde d'après ressemble fortement au monde d'avant. Mais effectivement, il y a quand même eu des thématiques abordées pendant ce confinement sur le local, l'importance de l'humain, etc., qui font que, effectivement, ça peut expliquer pourquoi des plateformes plus à échelle humaine se sont... Et puis même, c'est vrai que là, on a quand même envie de retourner chez ces commerçants, de faire vivre le commerce de quartier. Ça, c'est quand même une tendance. Non, pas encore. Il y a eu beaucoup de promesses pendant les 2 mois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on livrait, quand les clients voyaient qu'on venait de loin, qu'on avait eu chaud à venir jusqu'à chez eux, nous disaient « on vous promet, on va revenir ». On a vraiment pris conscience que c'était important, les commerces de proximité. Et puis même une prise de conscience soi-disant sur les modes de consommation, sur le bio, sur le vrac, sur toutes ces choses-là. Bon, on ne les revoit pas beaucoup à la boutique, ces personnes-là. Je pense que ça a concerné un petit pourcentage, mais pas le pourcentage attendu. Je pense que le soufflet est quand même bien retombé. C'est pas grave, on a toujours l'espoir, ça va se faire petit à petit. Mais oui, non, je pense qu'en effet, le monde d'après tant rêvé n'est pas. Vous avez d'autres questions? Bon. Écoutez, j'ai été ravie d'entendre les témoignages de Mélanie et Bertrand, qui sont quand même 2 témoignages très intéressants et preuve que l'e-commerce peut être lancé très vite. Donc si vous avez l'envie effectivement de vous lancer dans le e-commerce, foncez, parce que c'est une belle aventure, mais il faut se faire accompagner. Donc effectivement, pas forcément que techniquement, il faut se faire aider dans... effectivement, si on ne maîtrise pas la communication digitale, il faut se faire aider, mais en tout cas, il faut surtout ne pas penser qu'on fait ça avec 0 €. Il faut investir un petit peu, au moins pour se faire connaître. Donc voilà.
Et après, si comme Mélanie, effectivement, vous préférez rester sur quelque chose de très de local, ce qui est tout à fait louable, et c'est une très très belle démarche qu'a Mélanie, oui, toujours essayer de chercher un peu la modernité avec tous les leviers digitaux qui sont disponibles, même pour les retailers de petite taille. Voilà. Merci à tous. Merci.